tout d'abord, merci aux orateurs pour les très bonnes présentations du jour. Merci aux organisateurs, je suis très content d'être là. On a déjà fait les ateliers ce matin, ça s'est très bien passé. Tout le monde est très intéressé. Par contre, moi, je ne vais pas partir sur l'innovation. Là, on part sur les bases. C'est-à-dire le réglage de l'échographe, qui au final est quand même très important puisque je travaille dans un CHU et j'ai des jeunes internes qui découvrent et l'ALR et l'échographie. Ce matin, Luc Mercadal a dit quand on connaît l'échographe, ça ne veut pas dire qu'on sait faire de l'ALR, mais ce n'est pas parce qu'on fait de l'ALR qu'on connaît bien son échographe. Donc, les deux sont importants. Alors, je vous préviens tout de suite, ce n'est pas un cours de physique, ça ne va pas être barbant, on va essayer de faire des cas concrets. Par contre, il y a quand même des paramètres que je suis obligé de vous présenter. Si vous voulez, le topo va plutôt s'orienter sur comment diminuer son risque d'échec ou améliorer son taux de réussite, si vous voulez, en voyant le verre à moitié plein. Alors, les causes d'échec, c'est quoi ? Ils sont multiples. Il y a l'anxiété du patient, il y a l'échographe, il y a l'échogénécité, il y a l'environnement, puis vos compétences personnelles propres. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'échographe, mais c'est très dépendant du reste, puisque selon ce que vous avez et où vous travaillez, vous allez devoir régler votre appareil selon vos préférences. Alors souvent on dit oui, l'appareil est nul, on ne voit rien. Donc oui, à une certaine époque, on pouvait se permettre. Aujourd'hui, on travaille plutôt avec des appareils de ce style-là. C'est juste qu'il faut bien l'adapter. Avant de régler l'échographe, il faut surtout bien se placer par rapport à cet échographe, parce que, mine de rien, il y a quand même des gros problèmes des fois. Là, par exemple, vous voyez, c'est un interne en garde, ça m'avait un petit peu interpellé. Alors, ce n'est pas hyper choquant, mais en fait, vous voyez que votre appareil d'échographie est quand même assez déporté de votre zone de ponction. Là, pareil, il est penché sur le côté. Alors, quand on fait un bloc comme ça, ça va, mais vous en faites plusieurs dans un service où vous travaillez beaucoup. À la fin, vous êtes fatigué. Il y a un mauvais placement, il y a une fatigabilité. Vous vous mettez en difficulté. Sachant que déjà, ce n'est pas forcément toujours facile de faire de l'ALR. Si en plus on se place mal, c'est difficile. C'est de l'ergonomie tout ça, c'est l'installation. Il y a des règles d'ergonomie, c'est bien développé dans le milieu du travail avec des adaptations de poste, notamment en médecine du travail. On ne le fait pas, nous. Des fois, je vois des positions totalement extraordinaires pour les blocs. Alors, par exemple, là, on a très mal au cou, là, et à un moment, c'est le drame. Vous voyez quand même là, on fait un bloc poplité. On va les mettre, l'appareil d'échographie, sur le côté. On ne regarde pas, on est carrément tordu. Il ne voit pas ses mains. Là, clairement, le bloc ne va pas marcher. Et puis au bout de la journée, il a mal. Et puis au bout de 10 ans, il a une arthrose cervicale précoce et ça ne va pas. Bon, c'est bien beau, mais l'écho. Alors effectivement, l'écho, on peut l'optimiser. Une fois qu'on s'est placé, que vous avez bien compris tout ce placement, on va régler l'échographe de manière adaptée, à votre geste, à votre patient, à votre matériel, parce qu'on n'a pas toutes les sondes disponibles. Ça, c'est une question de coût aussi. Et à l'opérateur, parce qu'on a nos préférences personnelles. Tout ça, ça veut dire on règle la profondeur en fonction de la nature des tissus, on va adapter les autres réglages, et puis vos performances de son et vos préférences visuelles. Tout d'abord, on scanne, on repère. Il y a des structures anatomiques, accessoires ou principales, qui vont servir à vous placer et éventuellement choisir votre meilleure fenêtre de tir, la meilleure coupe, comme on dit. Une fois qu'on a fait ça, on aura une stratégie qui sera définie avec un parcours d'aiguille et choisir bien le point de ponction. C'est très important aussi parce que ça peut impacter le réglage et des difficultés de réglage. Et en plus, petite chose intéressante, le fait d'hydrater la peau avec le gel, ça peut améliorer aussi la pénétration des ondes sur les premiers centimètres notamment. Les mouvements de base, je ne reviens pas dessus, mais c'est important, ça fait aussi partie du réglage de votre image. Choisir la coupe en fonction du mouvement, notamment l'anisotropie, dont on reparlera tout à l'heure, peut être très importante là-dessus. Alors il y a des pré-réglages qui existent sur les appareils. Souvent on a bloc superficiel, bloc profond, bloc intermédiaire. Puis après, en fonction du type d'écho qu'on veut faire, il y a un réglage pour le sein, le truc, le scrotum et compagnie, il y en a pour tout. Mais la forme de la sonde est aussi importante puisqu'on a des petites sondes canne de golf qui seront très pratiques mais avec d'autres inconvénients, puis des sondes très larges qu'on appelle convexes qui vont permettre d'avoir des ultrasons plutôt de basse fréquence et une meilleure pénétration. Des fois, ils ne règlent pas. Je vous conseille au bout d'un moment, moi maintenant j'ai fait mes presets, donc je sais ce que je veux en fonction du type de bloc.
je vais dedans, puis j'ai ce qu'il faut. Alors, des fois, même avec le preset, il faut adapter. En pratique, qu'est-ce que je règle en premier? Eh ben, l'échographie, c'est un peu comme la photographie, au final. Il y a toujours des paramètres qui sont similaires. Il y a la profondeur, c'est un peu comme la profondeur de champ. Vous adaptez la profondeur à ce que vous voulez voir. Si vous mettez une profondeur trop importante, 8 cm pour une structure à 1 cm, ça n'a aucun sens. Et à l'inverse, si vous êtes au-dessus de votre cible, vous ne la verrez pas. Donc ça paraît idiot, mais il vaut mieux partir sur une grande profondeur au départ, quitte à la réduire secondairement, pour voir les tissus. Puis effectivement, des fois, je vous conseille quand même de laisser une petite zone de sécurité, puisque l'aiguille, on croit qu'on voit le bout, puis en fait, elle est un peu plus loin. Donc pour éviter les errances de l'aiguille sur des structures nobles inférieures, plutôt vous laissez un peu de marge. J'en profite pour les appareils, notamment tous ceux de la gamme Sonosite. Placez votre cible au centre de l'image, puisque ça va impacter le réglage de la focale notamment. Il y a certains constructeurs qui n'ont pas de réglage de focale. Elle est par défaut au milieu de l'écran. Donc pensez déjà à faire ça en systématique. C'est moins vrai sur d'autres appareils, mais en tout cas sur cette marque-là, il n'y a pas trop le choix. Ensuite, la fréquence. Il y a une range de fréquence par type de sonde, mais quand vous n'avez qu'une fréquence notée sur votre sonde, c'est parce que c'est une fréquence moyenne. Elle a la possibilité d'avoir une fréquence un peu plus haute ou un peu plus basse. Quand on a des fréquences très élevées, on est plutôt sur un mode pénétration. Quand on est sur des fréquences basses, on est plutôt sur un mode de résolution, et sur les fréquences basses, un mode pénétration. Voilà. Certains appareils, vous pouvez régler exactement la fréquence que vous voulez. Sur d'autres, par exemple le Venue qu'on a là-haut pour les ateliers, c'est 3 modes. Général, résolution, pénétration. Et vous adaptez, il va vous donner, et il va osciller sur ce range de fréquence. D'accord ? On essaie de travailler avec la fréquence la plus élevée possible parce que ça augmente votre résolution spatiale et la définition de votre image. Encore faut-il qu'elle soit adaptée. Ensuite, il y a la focale. C'est comme le focus sur votre appareil photo, ou l'autofocus, puisque vous avez des fois des réglages automatiques. On centre sur la cible ou légèrement en dessous. Si vous vous mettez trop loin, comme vous pouvez voir sur l'image, on n'augmente pas la définition des bonnes structures. Là, on va chercher à illuminer cette structure. Là, par exemple, c'est un Logic E. On a cette petite molette-là qui sert à régler la focale. On a les petits carrés, les petites flèches qui vont descendre. On se met sur la bonne position. Ce n'est pas forcément difficile, mais effectivement, quand on est déjà installé en train de piquer, et puis qu'on se rend compte qu'on n'a pas réglé sa focale, et qu'on se rend compte qu'en fait, la profondeur, ça ne va pas, et puis qu'en fait, on aurait peut-être mis une autre fréquence, là, c'est chiant. On fait des fautes d'asepsie, ou alors il faut une troisième main, ou un sbire pour vous aider. Ça peut être vite compliqué, vous rallongez votre temps de bloc, l'inconfort du patient, et puis plus c'est long, des fois plus c'est bon, mais là non. Et pour le patient, ça peut être pénible. Alors là, c'est un exemple de réglage de focale. On voit ce que ça donne. Alors voilà, je l'ai fait varier, ça monte, ça descend. Et vous voyez quand même, là c'est un bis un petit peu bas, juste quasiment au niveau de votre espace suprascapulaire. On peut peut-être la relancer, s'il vous plaît. Voilà. Donc on voit vraiment tout le plexus là qui passe. On est en résolution tout en haut. On descend, on remonte. Et on voit vraiment que la qualité de visualisation des racines change vachement en fonction de la position. Donc pensez à la régler. Là, par exemple, elle était mal réglée au départ. Ensuite, il y a le gain. Ça correspond à l'exposition, ou les ISO, pour ceux qui connaissent. C'est un amplificateur. On l'utilise comme réglage de luminosité. Ça sert à optimiser, voilà, mais surtout, ça ne modifie pas le contraste entre les structures. Donc, si vous avez deux contrastes très proches, ça risque de ne pas améliorer grand-chose. Le gain, le problème, c'est que c'est souvent la première chose qui est réglée par les novices. Ils arrivent, c'est un peu sombre, pof, ils mettent le gain à fond, tout est hyper lumineux, ils ont l'impression de voir, et en fait, c'est juste plus lumineux, et on ne voit pas mieux. Le gain, il peut se régler de manière un peu plus précise. Il y a le gain étagé, on va le voir sur cette photo-là. C'est les petites molettes sur le côté où on peut régler éventuellement. Sur les nouveaux appareils, ils ont disparu, mais c'est toujours dans la bécane. Par contre, c'est devenu tactile. Moi, je l'utilise très peu, ce gain étagé. J'utilise jamais l'autogain. Il est très rarement adapté. Je le mets vraiment en fonction de ma préférence. Votre gain, il va être important là en fonction de votre environnement extérieur. Si vous êtes dans un environnement lumineux, vous pouvez avoir un gain un petit peu plus bas. Si vous êtes dans un environnement très sombre,
non, c'est l'inverse. Si vous êtes dans un environnement très sombre, il vaut mieux plutôt avoir un gain plutôt bas, sinon vous allez être surexposé, ça va être difficile à voir. D'accord? Donc ça, c'est votre préférence. Là, il y a deux images, vous voyez, surexposé, sous-exposé, ni l'un ni l'autre ne sont pratiques. Les niveaux de gris, bon, ça je vous dirais, c'est pas forcément hyper utile, pas rentable si le patient est peu écogène. Bon, c'est relativement esthétique hein, quand on les met comme ça, mais c'est une question de préférence. Moi, j'ai tendance à travailler avec celui en haut à droite. C'est vraiment, voilà, il y a des zones où c'est plus adapté. Il y a des gens qui voient mieux les contrastes avec le jaune. C'est pour ça qu'il existe des fois des lunettes avec des verres jaunes, notamment pour ceux qui font du tir ou ce genre de choses. Voilà, c'est vraiment une question de préférence. Là, on est vraiment sur la notion pour l'opérateur. Ensuite, il y a des gadgets qui ont été développés par les constructeurs. Le principe du faisceau multiple, de l'angulation de tir. Le cross-beam, le multi-beam. En fait, vous allez donner une angulation à vos faisceaux qui peut être partielle, importante, totale ou multiple. Et ça peut augmenter votre résolution spatiale de votre image. Par contre, des fois, ça peut aussi augmenter les artefacts. Par exemple, là, on met une angulation à 45 degrés sur la gauche de l'écran. Et donc, vous aviez votre aiguille qui, là, visiblement, n'est pas hyper écogène et devient visible grâce à ça. C'est bien, mais ça peut vous donner des effets de réverbération, notamment sur des structures, et donc parfois des fantômes ou des choses comme ça. Alors, il ne faut pas abuser non plus. Là, sur cette petite séquence, vous voyez, on va la relancer s'il vous plaît. C'est 3 images successives où vous n'avez pas du tout d'amélioration, 3 faisceaux, et là il y en a 5. Et vous voyez que sur la dernière, on devient flou. Parce que ça vous crée du bruit. Parce qu'il y a trop d'infos supplémentaires, et le logiciel de travail du signal fait que votre image est finalement de moins bonne qualité. Donc souvent, le crossbeam, on le met à 3 sur 5, en moyenne. Ça, c'est chez General Electric. Ensuite, il y a les harmoniques. Bon, là, c'est la seule partie un peu physique du topo. Elles sont quasiment toujours branchées sur votre appareil, du moins les appareils modernes. Ça n'existe pas sur les vieux. C'est quoi les harmoniques? En fait, c'est des répétitions d'une fréquence, F, en 2F, 3F, 4F, qu'on utilise sur des structures qui sont créées qui sont réceptionnées par votre sonde et retravaillées par votre logiciel, pour augmenter la résolution. Quand vous êtes à 2F, vous avez une fréquence 2 fois plus élevée, vous augmentez la résolution spatiale sur cette zone-là. Par contre, ça implique d'avoir au moins une fréquence minimale. Donc, ce n'est pas adapté pour les trop petites superficies ou trop en profondeur, puisque comme on récupère des fréquences élevées, vous n'aurez pas d'amélioration de votre contraste ou de votre résolution en profondeur. C'est utile puisqu'en fait, il y aura une sommation de votre signal sur les zones d'intérêt centrales. Et donc, ça va diminuer le bruit sur cette zone-là. Je vous ai dit, c'est un tout petit peu plus technique. Alors, pas d'harmonique. Avec des harmoniques. C'est quand même pas mal. En vrai, qu'est-ce que ça donne? Alors, j'ai une vidéo, elle est ce qu'elle est. C'est une situation réelle de la vraie vie avec des vrais gens, donc des vrais patients. Vous voyez là, on s'embloque au canal des adducteurs, il y a un panicule un petit peu important. C'est un appareil de base, on va dire, classique. On adapte la focale, on la met à 4 cm. On essaie une fréquence plus haute, 13, ça ne va pas. On redescend à 10, on a une amélioration, on voit apparaître ici votre nerf saphène. Là, j'ai rebaissé la profondeur, puisque je n'ai pas forcément besoin d'avoir autant. Là, on comprime, on voit que ça n'améliore pas forcément, malgré qu'on soit un petit peu moins profond. Là, je décomprime au maximum pour voir mes vaisseaux, pour repérer les zones vasculaires. Et là, le bloc a été réalisé. On voit encore l'aiguille qui est là, à cet endroit-là, qui était une aiguille hyper écogène pour le coup. Et ça nous a permis de faire notre bloc. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais là, on en a mis un petit peu au-dessus de cette membrane vaso-adductrice. On en a mis à côté de l'artère. Il y en a tout autour dans le canal. Et le nerf est rehaussé à ce niveau-là. D'accord? Donc, vous voyez, l'image de départ, elle était quand même pas très jolie. Et quand même, il faut dire ce qui est une prothèse de genou. C'était pour une prothèse de genou, là. Les petites dames qui viennent pour les prothèses de genou, souvent, elles sont un peu replètes. Donc, 2-3 cm de gras sur la cuisse, c'est un classique. Donc ça, c'est pas très beau. Ce n'est pas forcément ce que je voudrais choisir pour exposer, mais ça a le mérite d'être la vraie vie.
D'accord? Et donc, avec quelques petits réglages sur un appareil standard, sans aller très technique, on a quand même une petite amélioration. Ça nous permet de guider notre bloc plus facilement. Alors, je vais vous donner quelques petits trucs et astuces que j'ai en plus de juste ces réglages qui sont juste des réglages techniques. Il y a cette fameuse anisotropie dont vous avez parlé. Bon, ça, c'est pas mon truc, hein, c'est un truc hyper connu de tout le monde. On recherche la meilleure inclinaison de votre sonde. Le but, c'est que votre faisceau d'ultrasons soit perpendiculaire à la structure, notamment toutes les structures un petit peu fibreuses. Elles vont bien ressortir grâce à ça. Typiquement, c'est au creux poplité. Mais vous pouvez le faire aussi au niveau de votre bloc interscalénique. Donc là, c'est Victor, un de mes internes. Donc vous voyez la position de la sonde. Et en fait, quand on repositionne ça, donc ça, vous avez votre image. Et quand je fais de l'anisotropie, vous voyez, pouf, tout s'illumine. Parce que là, toutes les structures, elles sont dans la même angulation. Donc là, on se met vraiment perpendiculaire et on est plutôt bien. Il y a la compression-décompression. Alors, comprimer, souvent, c'est le réflexe. Ça permet de diminuer la profondeur artificiellement. En théorie, on améliore la résolution. Souvent, c'est fatigant. On a tendance à se crisper, appuyer sur les boutons de la sonde par accident. Ce n'est pas toujours agréable pour le patient. On va vous appuyer un petit peu fort dans le cou. On va voir, ça ne va pas forcément vous faire plaisir. Mais le problème, c'est que ça écrase les structures vasculaires. Et souvent, les structures vasculaires, elles permettent de délimiter les structures que vous avez. Par exemple, quand vous avez beaucoup de vaisseaux, eh ben, c'est des structures liquidiennes, les vaisseaux. Donc ça va faire du renforcement autour de vos structures parce qu'il y a une propagation plus importante de vos ultrasons à travers ces vaisseaux. Ensuite, il y a les fameux échos. Donc, je vous parlais du point de ponction tout à l'heure. Effectivement, quand vous ponctionnez, des fois, au début, moi, quand j'étais interne, je m'étais dit, chic, je vais piquer le plus loin possible pour être le plus perpendiculaire possible. Comme ça va être top. Je vais super bien voir mon aiguille. Le problème, c'est que ça vous crée des échos et donc une ultra-réverbération de votre aiguille. Et donc, toute cette zone-là, en fait, vous perdez du contraste. Et si vous regardez bien l'image, vous perdez même de la résolution sur les autres endroits, puisque vous saturez une partie de votre sonde sur la réception de ces données-là. Donc vous perdez en qualité. Donc le fait d'être complètement perpendiculaire avec l'aiguille, ce n'est pas l'idéal. Vaut mieux un petit 30 degrés, vous serez beaucoup mieux. Il y a le fameux renforcement postérieur qu'on peut utiliser de manière détournée. C'est la fausse hyperéchogénécité derrière une structure vasculaire. C'est bien, notamment pour le nerf radial. Alors des fois, attention à ne pas aller endormir le renforcement postérieur et non pas le radial, parce que des fois il est à côté, mais j'ai déjà vu faire, ça ne marche pas. Mais vous pouvez mimer cet effet-là. Par exemple, moi quand je fais un bloc axillaire, c'est peut-être bête, mais je commence toujours par ma traçante. Alors attention, il faut bien purger, hein, parce que sinon si vous mettez 3-4 bulles d'air en plein milieu, tout au-dessus de votre cible, là c'est mort, hein, vous pouvez... arrêtez, vous ne verrez plus rien. Donc, en faisant ça, vous hydratez cette zone. Ça va augmenter le renforcement en dessous de la zone d'infiltration et vous pouvez améliorer éventuellement votre rendu. C'est un petit truc, mais mine de rien, ça peut être utile. Il y a le fameux virtuel convexe. Alors, tout à l'heure, on l'a utilisé dans les démos. C'est quoi le virtuel convexe? En fait, on va créer virtuellement une sonde convexe avec une sonde linéaire en retravaillant les images. En fait, c'est comme il y a plusieurs faisceaux d'ultrasons, on en a fait multiples, on va les séparer, donc vous perdez un peu en résolution, par contre vous récupérez une grande largeur de champ, et ça peut être intéressant quand on est un peu perdu, et qu'on ne sait plus où est la droite, la gauche, qu'est-ce que j'ai au-dessus, et ça peut avoir une légère déformation de l'image. Alors, je vais vous montrer, donc ça c'est l'image standard que j'ai, je vais passer en virtual convexe, et là vous voyez, viennent d'apparaître de chaque côté, vous avez la carotide d'un côté, et probablement une autre, là je ne saurais plus vous dire exactement ce que c'est, mais on a vraiment un champ très large de vision, ça peut être agréable. Typiquement là, pourquoi pas, mais on parlait du peng block ce matin, vous faites un peng block, vous n'avez pas de sonde convexe, vous mettez la sonde linéaire, vous rajoutez le virtuel convexe, et vous pouvez avoir un plus grand champ de vision. Moi j'utilise ça quand on parlait ce matin là, du truc, là. Par fainéantise maintenant je fais ça. Et en fait, c'est vrai qu'on arrive à voir vraiment les 3 structures osseuses de manière plus adaptée. Et ça permet du coup de se repérer et d'augmenter éventuellement l'efficacité de ce bloc. C'est vraiment du repérage spatial là. Mais c'est vous qui faites l'ALR, ce n'est pas l'échographe. Donc il est important que vous soyez orienté et que vous ayez la capacité de faire correctement votre bloc. Ensuite, il y a les connaissances anatomiques. Cédric en a parlé tout à l'heure.
je peux être vraiment que d'accord avec lui. Des fois, on voit rien, même avec toute la bonne volonté du monde, et même pour les opérateurs entraînés. Par contre, il y a les repères anatomiques, et eux, ils ne mentent pas. Quand vous avez un nerf cutané latéral de la cuisse à faire, et que vous ne le voyez pas, mais il passe systématiquement au regard de votre ligne de Malguen, en dedans de votre épine iliaque antéro-supérieure. Vous ne le voyez pas, ben vous infiltrez au-dessus, vous infiltrez en dessous, il va être pris, obligatoirement. Sauf s'il n'est pas pris, c'est qu'il n'en a pas. Donc, il n'y a pas le choix. Le nerf axillaire, c'est pareil. Le nerf suprascapulaire, c'est pareil. On ne les voit pas toujours, c'est des tout petits nerfs. Et ben, on fait l'équivalent du plane block sur ces zones-là. Et là, vous récupérez votre efficacité sans avoir vu votre nerf. Et tant pis si votre image n'est pas belle, parce que pour le coup, ce n'est pas utile. Donc, il faut pousser ces concepts d'espace de diffusion au maximum, comme Cédric en avait parlé aussi, là, sur l'érecteur du rachis. On fait du plane block, ça marche. Ben, il y a le fameux iliofacial. Vous n'arrivez pas à bien voir votre nerf fémoral, vous faites un iliofacial, c'est un bloc de diffusion, il n'y a pas besoin d'avoir une très belle image pour en faire un, ça va diffuser, ça va prendre, et puis vous avez aussi votre cutané latéral avec. Le 3 en 1, on n'y croit pas trop, mais au moins il y a ces structures-là qui peuvent fonctionner. Par contre, attention aux variations anatomiques aussi. Des fois, vous vous dites, je ne trouve pas le nerf, c'est parce qu'il y a une variation anatomique. Typiquement, bloc interscalénique, des fois, vous pouvez avoir l'ensemble du plexus qui passe en avant du scalène antérieur. Et donc, vous ne trouvez pas votre plexus. Et vous ne savez pas ce que vous endormez, ou finalement, vous n'en faites pas. Donc, pensez le temps à aller regarder. Il faut aller regarder l'ensemble de l'image, d'où l'intérêt de scanner, pour peut-être vous dire, en fait, je ne le vois pas, ce n'est pas parce que mon appareil est mal réglé, c'est parce qu'en fait, cette structure est ailleurs. Puis il y a cette bonne vieille neurostimulation aussi qu'il ne faut pas oublier. Je l'utilise rarement, mais de temps en temps, elle est quand même appréciable, puisque notamment un bloc sciatique à la fesse, ce genre de choses peut être intéressant pour, notamment quand on arrive sur des profondeurs abyssales sur certains patients, faire la différence avec un tendon ou une capsule ou je ne sais quoi, ou un artefact. Quand vous avez un truc qui ressemble, plus la bonne réponse motrice, encore faut-il la connaître, bon, il n'y a plus qu'à y aller, on teste, et puis souvent en injectant, on récupère une image plus satisfaisante parce qu'on améliore l'hydratation du milieu. Ou les blocs lombaires, typiquement, quand on fait un bloc lombaire, il faut de la neurostime. Vous ne pouvez pas en faire, sinon c'est dangereux. En conclusion, bon, toute la LR, c'est exigeant. Donc il faut des bonnes connaissances, il faut un bon entraînement, il faut les bons outils. Alors ce que j'appelle les bons outils, c'est ceux qui sont de qualité, mais surtout ceux qui sont adaptés à ce que vous faites. Donc il n'y a pas que l'écho, il y a aussi tout le reste autour. Et je pense qu'il n'y a pas de place pour les intermittents de l'anesthésie loco-régionale dans ce truc-là. C'est exigeant. Cela dit, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que ça vous intéresse, donc vous serez impliqué. Et puis voilà, il faut être complètement locaux pour ne pas faire d'ALR et d'échographie en 2019 quand on fait de l'anesthésie. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Arnaud, pour cette présentation. Tu nous as rappelé 2-3 choses essentielles sur les réglages de nos appareils, des choses qu'on apprend un peu moins aujourd'hui, notamment parce qu'il y a pas mal d'appareils, comme tu le disais assez rapidement, où il y a des réglages qui sont déjà préfaits. Ouais. Donc du coup, c'est quelque chose qu'on a tendance à de moins en moins enseigner parce que justement, il y a certains appareils qui sont déjà pré-réglés. Donc du coup, nos internes, ils apprennent pas trop à manipuler un peu ces réglages-là. Oui. Donc ça, c'est bien dommage. Puis la qualité de base des appareils est tellement bonne maintenant. Exactement. Que vous mettez, je prends un exemple, un Logique vous vous posez, même avec le réglage axillaire, vous mettez dans un creux poplité, 9 fois sur 10, vous voyez bien. Donc des fois, j'arrive, je regarde, et puis, tu es en train de faire un sciatique, et puis tu es en réglage axillaire. Mais ça passe la plupart du temps. Le problème, c'est que quand ça passe pas, des fois, on ne sait plus comment le régler. Donc moi, au début, je ne réglais pas mes appareils, c'est une erreur, et maintenant, je prends le temps de repérer, de régler pour me mettre de manière efficace. Comme les chirurgiens s'installent avant d'opérer, je pense qu'il faut s'installer avant de faire une ALR. Et finalement, après, on devient encore plus exigeant sur la qualité de nos images, et vraiment, quand on n'arrive pas à trouver le bon réglage, en fait, ça finit par nous énerver. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des questions ? Je crois que tu as été parfaitement clair pour tout le monde. Bon, merci à toi.